En manchette ce soir, discussion houleuse autour de la table du conseil municipal, premier conseil des commissaires réussi à la CSCV et harcèlement au Parlement, les réactions de Mathieu Ravignan. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition d'InfoMag du jeudi 13 novembre. On débute le bulletin ce soir avec le monde municipal. Les élus sont tous réunis depuis quelques jours afin de discuter de l'orientation pour le prochain budget, soit celui de 2015. Ce dernier sera adopté officiellement au mois de décembre. Quelques échanges houleux entre les conseillers ont eu lieu, houleux à un tel point que le président du conseil municipal, M. Daniel Champagne, a dû intervenir afin de calmer les ardeurs autour de la table. Avec les coupures exigées par le gouvernement, les conseillers de Gatineau ont dû débattre des projets qui verraient le jour ou non, tout comme l'augmentation du compte de taxes pour les citoyens. Ainsi, le couperet est tombé dans le dossier des projets d'avenir pour Gatineau afin de répondre aux demandes de Québec. Le taux a été très serré, un vote de 10 contre 9. Les budgets en infrastructure, comme le pavage, ne seront pas affectés alors que le développement du centre-ville ainsi que les bibliothèques, pour ne nommer que ceux-ci, ont vu leur enveloppe budgétaire diminuer. Le maire, Maxime Penneau-Jobin, s'est dit très déçu de la situation, lui qui aurait préféré couper la poire en deux, soit 50 pour les projets d'avenir et 50 dans les infrastructures. Il a même lancé la citation suivante: « Moi, les bibliothèques, c'est un dossier sur lequel je suis prêt à perdre mes élections. Moi, je fais de la politique pour changer des choses et enrichir Gatineau. Si on ne fait pas ça, je vais faire autre chose dans la vie. » Fin de la citation. Le budget prévu pour 2015 à Gatineau est d'un montant de 546,8 millions de dollars. Les citoyens de Gatineau devraient, selon toute vraisemblance, faire face à une hausse de taxes de 1,9 pour l'impôt foncier et de 1 pour les infrastructures. Côté scolaire maintenant, le nouveau conseil des commissaires de la commission scolaire au cœur des Vallées s'est réuni mercredi le 12 novembre dernier afin de procéder, oui, à leur assermentation en tant que commissaire, mais également prendre connaissance des états financiers et discuter des travaux des comités. Les commissaires parents ont également été assermentés lors de la soirée. Les deux parties se promettent de travailler ensemble pour le bien-être des étudiants en motivant et en apportant certains trucs. On peut écouter le directeur général de la CSCV, M. Rénal Goudreau, qui explique ce qu'est un conseil des commissaires, suivi de M. Stéphane Mongeon, commissaire parent. On sait qu'un conseil des commissaires, c'est une instance politique qui a pour but d'adapter entre Québec et les grandes orientations ministérielles et le territoire de notre région, de notre commission scolaire, d'adapter les réalités. Et dans ce sens-là, je les remercie de s'être engagés comme citoyens là, dans cette cause qu'est l'éducation et la réussite de nos élèves. Premièrement, j'aimerais remercier beaucoup les parents qui se sont présentés aux élections, ceux qui se sont déplacés, parents, tous les électeurs qui se sont déplacés, qui ont fait valoir leur droit de voter. C'est un geste symbolique, mais aussi d'une grande importance. Nous en sommes la preuve réunis autour de la table ici ce soir. Également, d'un point de vue plus scolaire, vu la date que nous sommes déjà rendus début ou presque mi-novembre, nous avons déjà presque le tiers de l'année scolaire de dérouler. Déjà, le premier bulletin est déjà arrivé ou presque sur le point d'arriver. Concernant les parents et les élèves, il y a seulement 3 bulletins par année scolaire. Il y a déjà le tiers de passé. C'est le temps de se retrousser les manches, de voir où on doit travailler un petit peu plus fort. C'est l'arrivée de l'hiver, il fait un petit peu plus froid, on reste un petit peu plus en dedans. Pourquoi pas ouvrir un petit cahier avec ses enfants, des fois, ça pourrait aider. Toujours du côté de la CSCV, alors qu'on s'attendait à un déficit budgétaire, un surplus inattendu est venu réjouir les commissaires. Avec les compressions gouvernementales, la CSCV avait du mal à rejoindre les deux bouts. Un plan de redressement sera d'ailleurs créé afin de retrouver l'équilibre budgétaire. C'est un surplus de 776 310 $ pour l'exercice financier de 2013-2014 qui a été déposé mercredi soir. Malgré ce surplus imprévu, la CSCV demeure avec un déficit de 158 252 $. Les compressions répétées de plus de 2,8 millions du gouvernement ont été douloureuses au dire de plusieurs. Le nouveau président, M. Jocelyn Fréchette, se dit très confiant d'atteindre l'équilibre budgétaire afin de répondre aux normes du ministère. On peut l'écouter. Mais pour faire une image claire, on a choisi de payer avec la carte de crédit pour offrir ces services-là. Puis ce surplus-là d'opération, bien, ça va nous permettre, dans le fond, de rembourser cette dette-là. On n'est pas sorti complètement de notre dette, on l'entend, il y a encore quand même un manque à gagner. Puis on a un plan de redressement. Puis on va avoir des choix difficiles encore qui se pointent à l'horizon. D'ailleurs, le plan de redressement
va être à mettre en place pour la révision, avec la révision budgétaire également, qui vont être soumis au Conseil des commissaires en janvier prochain. Ça, c'est sûr que ça s'annonce, dans le fond, une tâche ardue, mais je suis confiant qu'ensemble, avec les administrateurs chevronnés qu'on a, nos services, l'ensemble du personnel qui a travaillé dans un contexte d'austérité à se serrer la ceinture, que je remercie infiniment. Je crois bien que la CSCV, dorénavant, il va falloir qu'elle vive en fonction de ses moyens, compte tenu du climat d'austérité que je vous mentionnais. La Coop Santé de la Basse-Lièvre ouvrira ses portes sous la formule du 7-7. Les patients pourront profiter du service de 100 rendez-vous à raison de 7 jours sur 7. Avec l'arrivée de nombreux médecins, les patients peuvent donc profiter du 100 rendez-vous du lundi au vendredi de 9 à 21 h. Pour le samedi et le dimanche, les heures de service sont de 9 à 13 h. La Coop Santé a récemment agrandi ses locaux sous un total de 14 nouvelles salles ont été aménagées pour répondre à plus de patients possible. Au total, plus de 1900 personnes sont membres de la coopérative. On trouve sur place également un service d'échographie, d'analyse de sang, de psychologie ou encore de massothérapie. À ce jour, selon les administrateurs de la coop, plus de 5000 personnes auraient trouvé un médecin de famille. On peut entendre la Dr Mélanie Lacasse. L'extrait que vous allez voir provient d'une vidéo qui sera diffusée dans son intégralité lors du Téléthon du Club Lyon qui se déroulera le 7 décembre prochain. Mais pour l'instant, on écoute Dr Lacasse. Il y a beaucoup de nouveaux projets. Il y a certains projets que je peux vous faire part aujourd'hui, dont les projets qu'on ouvre la coop 7 jours semaine avec le groupe de médecine familiale de la Basse-Lièvre, donc le GMF Basse-Lièvre, qui est formé de 4 cliniques essentiellement. Donc, nous allons pouvoir offrir du 100 rendez-vous 7 jours sur 7, dont tous les soirs, ainsi que le samedi et dimanche. Le sujet fait l'actualité depuis quelques temps déjà. Le harcèlement sexuel sur la colline parlementaire serait partie prenante dans les jours de travail de plusieurs députées féminines. Je vous rappelle que 2 députées libérales ont été exclues du caucus suite à des allégations de la part de députés du nouveau Parti démocratique, le NPD. Le président de la Chambre des communes a été mis au courant et un mouvement d'enquête sera mis sur pied. La whip de l'opposition officielle, Mme Nicole Turmel, sera du comité d'enquête. Mathieu Ravignan, député du Pontiac au fédéral, craint un peu cette commission, mais se dit tout de même satisfait. Les commentaires suivants de M. Ravignan sont un extrait de l'émission Parole à l'élu, qui vous sera diffusée dans son intégralité le 18 novembre à 17 h. Mais pour l'instant, voici les commentaires de Mathieu Ravignan sur le dossier du harcèlement sexuel sur la colline parlementaire. J'ai mes inquiétudes. Je pense que quand on regarde la fonction publique, il y a des étapes à suivre. Il y a vraiment un processus qui est en place. Je pense qu'on pourrait regarder à ce processus-là, un peu limiter sa colline parlementaire pour que tout soit clair. J'ai des inquiétudes que le bureau de la régie interne va être responsable de ça. C'est un bureau, malheureusement, qui se passe à huis clos. C'est des rencontres qui se passent à huis clos. La majorité des gens qui siègent sur ce comité-là sont du gouvernement. Il faut changer la culture, puis il me semble que la changer, nous-mêmes comme parlementaires, c'est moins probable que peut-être avoir quelqu'un à sa colline qui est consultant, qui connaît des avocats, etc., qui pourrait mettre, évidemment, des procédures en place et des structures en place pour assurer que tout le monde peut travailler dans un environnement sain. En ce jour de discussion budgétaire, on vous repasse l'entrevue que j'ai réalisée avec Mme Annick Boivin, directrice du service d'évaluation de la Ville, afin de démêler un peu tous ces chiffres sur l'évaluation foncière. Avec Mme Boivin, qui est directrice du service d'évaluation de la Ville de Gatineau. Mme Boivin, bonsoir. Bonsoir. C'est sorti dans les médias il y a quelques jours déjà. La Ville a un nouveau rôle d'évaluation foncière. Premièrement, c'est un grand terme. Qu'est-ce qu'un rôle? Un rôle d'évaluation, en fait, c'est l'inventaire de toutes les propriétés sur le territoire de la Ville. Et pour chacune de ces propriétés-là, il y a une valeur qui est établie au rôle d'évaluation. Justement, mais à quoi ça sert? Techniquement parlant, oui, ça sert à faire l'inventaire, mais chaque bâtiment a un rôle d'évaluation différent. Le but, si je peux dire, d'un rôle d'évaluation? En fait, je préciserai en disant que chaque bâtiment ou chaque immeuble, plutôt, a une valeur au rôle. Donc, le rôle, c'est comme vraiment l'inventaire. Ce rôle-là comporte effectivement toutes les valeurs des propriétés sur le territoire de la Ville et il est refait à tous les 3 ans
Donc, tout le processus du rôle d'évaluation est encadré par la loi sur la fiscalité municipale. Lorsque vous dites le taux est refait à tous les 3 ans, si on prend par exemple l'ancien rôle venait, et on avait 2012, 2013, 2014. Exactement. Le prochain va être 2015 jusqu'à 2017, mais on est encore en 2014. Donc, pourquoi est-ce qu'on commence à en parler maintenant, dans le fond? Parce que la Ville a déposé son rôle le 28 octobre pour l'entrée en vigueur du nouveau rôle le 1er janvier 2015. La date du dépôt de rôle, encore une fois, c'est prévu par la loi. Donc, nous devions nous conformer et le déposer au plus tard le 1er novembre, puisque nous avions prévu cette date pour le dépôt de rôle. Lorsque les gens mettent leur maison, leur condo ou peu importe quel bâtiment en vente, parfois on peut entendre « Ah, mais je l'ai vendu en dessous de la valeur municipale, en dessous de la valeur de rôle foncière » ou au contraire, on l'a vendu plus cher. Maintenant, on parle peut-être d'une moyenne d'augmentation de 12 %, mais on doit le diviser sur les années, si je ne me trompe pas, là. En fait, ce qui est important de retenir, c'est que les valeurs du prochain rôle 2015 vont représenter l'état du marché au 1er juillet 2013. Donc, bien entendu, il y a un certain décalage entre le moment où est-ce que la valeur est établie, où est-ce qu'on considère les données du marché et l'entrée en vigueur du rôle. Donc, ce décalage-là fait en sorte que si le marché immobilier a continué de fluctuer, soit à la hausse ou à la baisse, eh bien, la valeur qui va être au rôle ne sera pas nécessairement représentative de la valeur au moment où est-ce qu'on consulte, par exemple, le rôle. Lorsqu'on prend des maisons, exemple, c'est pas toutes les maisons unifamiliales qui vont avoir le même rôle, c'est pas tous les condos vont avoir les mêmes rôles. Qu'est-ce qui peut spécifier, qu'est-ce qui peut différencier le tout? Bien, la valeur est établie distinctement pour chaque unité d'évaluation, chaque immeuble, en fait, sur le territoire. Et la façon dont on établit les valeurs, bien, c'est en fonction des 3 méthodes reconnues en évaluation. Ces méthodes-là, en général, vont être utilisées selon le type d'immeuble, va influencer le choix de la méthode. Par exemple, pour les propriétés résidentielles, on va souvent utiliser des données de comparaison, donc des ventes de propriétés comparables sur le territoire dans un environnement similaire qui comporte les mêmes caractéristiques, si on veut, que la propriété à utiliser. Tandis qu'un immeuble qui génère des revenus, bien, à ce moment-là, on va plus considérer les données économiques de l'immeuble, les revenus que génère l'immeuble, parce que c'est ce qu'un investisseur considérait. Il ne faut pas oublier que la valeur au rôle, c'est le prix de vente le plus probable qui peut être payé sur un marché. Donc, il faut regarder un petit peu le pouls des gens qui achètent des propriétés. Plusieurs personnes ont eu peur en voyant l'augmentation de la valeur de 12 %. Plusieurs personnes se sont dit « Mon Dieu, mon compte de taxes va faire un bond monumental. » Qu'est-ce qui n'est pas le cas, là? Non, ce n'est pas du tout le cas. En fait, nous, on établit une hausse générale, si on veut, de 12 % en moyenne pour les propriétés. Mais il faut savoir que le compte de taxes, le niveau des taxes va être tout simplement réajusté pour considérer la hausse des valeurs. Donc, le taux de taxe, normalement, il est réajusté à la baisse pour considérer la hausse des valeurs. Dans le fond, la Ville ne retire aucun nouveau revenu de cette augmentation de valeur. Juste pour bien comprendre, si on met des chiffres concrets, par exemple, quelqu'un dont son rôle d'évaluation augmente de 10 % le taux de taxation va être ajusté à 10 % pour ensuite revenir avec ce que les élus vont voter. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il faut vraiment s'en tenir à la moyenne. OK? Parce que les taux de taxes sont établis en général en fonction de la moyenne. Mais je ne m'avancerai pas trop sur le sujet des taxes parce que ce n'est pas de mon ressort. Moi, je prépare et je confectionne les valeurs qui vont servir de base pour la taxation. Il ne faut pas oublier aussi qu'à Gatineau, on a la chance, ou enfin tous les propriétaires ont la chance que la Ville utilise l'étalement des valeurs. Donc ça fait en sorte que les augmentations de valeur, au lieu d'être augmentées, si on veut, d'un coup, vont être réparties sur 3 ans. Si quelqu'un, sa propriété augmente de 9 %,
La première année va avoir un compte de taxes qui va représenter une valeur augmentée de 3 seulement. La deuxième année, 6 et la troisième année, à ce moment-là, ça va être l'ensemble. Je reviens un peu dans vos souliers. J'aimerais savoir la particularité, justement, du nouveau rôle qui va entrer en vigueur pour 2015. Si on fait une comparaison avec celui avant, c'est quoi les différences? C'est quoi sa particularité, justement, celui-ci? Bien, ce qu'on remarque, c'est que la progression des valeurs pour le rôle 2015 est moins importante en général, que celle du rôle 2012. Dans la majorité des catégories, mais pas toutes les catégories. Mais au niveau résidentiel, par exemple, en 2012, l'augmentation était autour de 16 et maintenant, elle est autour de 12 il y a d'autres catégories aussi, par exemple, la catégorie agricole qui augmentait de 40 maintenant, elle est plutôt de 19 environ. Donc, vraiment, on observe qu'il y a une croissance encore des valeurs, mais peut-être moins importante qu'au dernier rôle. Si les gens se sentent peut-être, j'utilise le mot floué, s'ils disent « Oh non, mon rôle d'évaluation ne représente pas, selon moi, ce que mon bâtiment veut », est-ce qu'ils peuvent appeler? S'ils ont des questions? Qu'est-ce que les citoyens peuvent faire, dans le fond? Bien, dans un premier temps, moi, je dirais c'est préférable d'appeler, pour pouvoir parler à un représentant du service d'évaluation qui va probablement être l'évaluateur en charge de son dossier, pour pouvoir expliquer un petit peu de la façon dont la valeur a été établie. Fait que ça serait la première étape. Il est possible aussi de venir nous rencontrer sur place. On est au 144 de l'hôpital, donc il est possible de se déplacer, de venir nous rencontrer. On va vérifier le dossier, bien entendu, là, si quelqu'un appelle et se questionne. Si jamais on se rend compte qu'il y aurait une erreur dans son dossier, on va la corriger immédiatement. Par contre, si c'est vraiment une divergence d'opinion au niveau de la valeur, eh bien, la personne a l'option de faire une demande de révision. Donc, de remplir un formulaire officiel qui est prévu, tout le processus des demandes de révision est prévu dans la loi. Il peut remplir le formulaire et ensuite, il y aura une analyse particulière de son dossier au niveau de la valeur et l'évaluateur va fournir une réponse officielle à la demande de révision. Excellent, c'est tout le temps qu'on a. Très intéressant, Mme Boivin. Merci beaucoup. Merci. Avec François. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. On commence ça en football. Oui, effectivement. En fin de semaine dernière, c'était les finales là, de la Ligue Subway. Et on sait que les trois équipes des Tigres là, participaient à ces finales. Il y a eu deux parties où on peut dire qu'il n'y a pas eu de surprise. Les Benjamins se sont inclinés par le pointage de 56-8 contre Adley. Adley, c'est une force au niveau des Benjamins là, depuis qu'ils sont dans la Ligue. D'ailleurs, les deux défaites en saison régulière de l'équipe des Benjamins étaient venues aux dépens de Adley. N'empêche que les deux équipes là, ont quand même disputé un match là, selon à la hauteur de leur talent et tout le monde était content parce qu'on connaissait quand même. On savait que ça serait extrêmement difficile là, du côté des Tigres de vaincre Adley. Du côté des cadets, champions, ils sont champions de la Ligue en défaisant Nicolas Gatineau 44-6. On sait que les cadets, tout comme les juvéniles, n'avaient pas subi la défaite de l'année. Donc, ça s'est continué comme ça. Et c'était un match là, qui, somme toute, n'a pas été trop difficile là, du côté des cadets. Où ça s'est corsé, mais là, un scénario absolument incroyable. Le match qui opposait les juvéniles, les Tigres à Nouvelle-Frontière, à la mi-temps, le pointage était de 21-7 en faveur de l'école, du collège Nouvelle-Frontière, pardon. Alors, ça a pris tout un revirement parce que le pointage final, ça a été 22-21 pour les Tigres. J'ai eu la chance de discuter brièvement avec l'entraîneur Michel Leroy ce midi, jeudi. Et puis, moi, je pense que, en tout cas, j'ai parlé avec lui, peut-être 15 minutes. Il est encore sur le coup de l'émotion de ce qu'ils ont pu vivre.
Mais je pense qu'il faut mettre ça en perspective. Vous prenez une équipe qui a une fiche de 8 victoires et aucune défaite et qui s'en vont là, en finale. Bien, c'est sûr que toutes les équipes, on tire sur le numéro 1, c'est l'équipe qu'on vise. Donc, il y a une pression supplémentaire qui s'ajoute aux joueurs parce qu'on ne joue plus simplement pour gagner, mais on commence à avoir une certaine crainte de perdre. Et ça, c'est quelque chose là, qui est arrivé en début de match parce qu'on a commis des erreurs. Et c'est souvent à cause de ça, là, la nervosité qui s'empare des joueurs. Mais le point tournant, c'est le toucher au début du troisième quart de Olivier Deschênes. On dirait que ça, là, ça a ramené un certain calme. Et l'équipe a repris confiance. Donc, chapeau aux joueurs, chapeau aux entraîneurs. Je pense que tout le monde va en sortir grandi si je me fie là, aux commentaires de M. Roy. Donc, félicitations les juvéniles. Puis je pense que vous allez vous en souvenir longtemps de ce match-là. Toujours en football, une création d'une nouvelle ligue. Oui, on sait que, Michel Leroy avait dit qu'il quittait là, après cette saison. Maintenant, l'Association régionale du sport étudiant, l'ARCEO, là, ils ont décidé de regarder pour implanter une ligue juvénile, une division 2. On sait que, oui, on évolue en division 2, mais au niveau provincial, c'est 2B. Là, une réelle division 2. Et on parle même là, d'avoir des rencontres avec la région des Laurentides. Donc ça rentre un peu dans les cordes là, de Michel Leroy. Les Tigres sont intéressés à embarquer dans cette aventure-là. Il y a 4 autres équipes aussi qui seraient intéressées. Et du côté de la Ligue Subway, là, la polyvalente de Lille songe à joindre la Ligue à compter de 2015. Donc, on voit que ça brasse. C'est pas officiel que les Tigres s'en vont. Et puis, on verra ça. Là. Il va y avoir des développements au cours de l'hiver. Un dossier à suivre. Oui, absolument. Et là, on change complètement de sport. On s'en va avec les Mustangs. Oui, encore une fois, une fin de semaine de 500, les Mustangs. Une belle victoire vendredi dernier contre les représentants de Stittsville qui étaient les premiers là, au classement dans la section Vallée. Mais malheureusement, ça s'est gâché dimanche avec une défaite de 8-4 contre Shawville. Il faut comprendre que dans le match contre Shawville, la différence a été les punitions, un petit peu d'indiscipline de la part des Mustangs. C'est un peu normal, je pense, lorsqu'on bat une grosse équipe, souvent les oreilles se déplacent un peu et on a de la misère là, à revenir pour le prochain match. Ça donne au classement, c'est Ottawa-Ouest qui domine toujours avec 23 points. Et les Mustangs sont deuxièmes à 20 points avec un match de retard. Donc, on voit que c'est extrêmement serré. Suivent les Jets de Metcalfe à 19 points et le club d'Ottawa, les Canadiens, qui, eux, ont 17 points. Clarence ferme la marche avec 14 points. Rapidement, du côté des pointeurs, Vincent Proulx est toujours premier de la Ligue avec 37 points. Et moi, j'aimerais aussi souligner la part de certains joueurs, là, qui, surtout des recrues. Alex Miron et Jérémy Drouin ont maintenant atteint le seuil des 10 points, donc c'est excellent. Il y a aussi Maxime Bellé, même si ce n'est pas une recrue, lui aussi est là. Donc, on voit que l'attaque commence à se placer du côté des Mustangs. Belle performance pour Karaté Kama. Oui, effectivement, ils étaient au championnat karaté senior qui s'est tenu à Brême. Alors, Brême, là, on est allé voir parce qu'on n'était pas sûr. Moi, je pensais que c'était en Belgique, mais c'est en Allemagne. Et si ma mémoire est fidèle, c'est la capitale de la balle de laine. C'est là qu'on fait la meilleure laine au monde. Mais là, on va revenir au karaté, assez comme ça. Il faut souligner les performances canadiennes. Camille Desjardins et Roxane Côté, membres de l'équipe féminine de combat, qui se sont classées en 7e position. Également, Pat Grant et Vanessa Restrepo aussi se sont classées 7e. Du côté des femmes, 68 kilos, il faut souligner la performance de Jasmine Landry qui s'est classée en 11e position de combat. Dans la catégorie, on va parler un peu du côté des hommes. Phillips aussi, on connaît, c'est un nom qui revient souvent. Et ses coéquipiers de l'équipe canadienne ont battu le Maroc au premier tour. Cependant, ils se sont inclinés face à la Bosnie-Herzégovine au second tour. Donc, c'est des résultats, disons, mitigés un peu, mais je pense que l'analyse qu'en ont fait les entraîneurs, c'est qu'on est allé chercher un paquet d'expérience et ça vaut le voyage dans cette belle ville, la capitale de la laine. Voilà. Excellent gala de boxe dans la petite nation. Oui, c'est samedi soir prochain.
qui va mettre une belle carte quand même. Là. Il va avoir la double championne canadienne Vanessa Lepage-Johannis qui va affronter Alison Gray, qui elle aussi a été 2 fois championne canadienne. Donc, ça va être un combat spectaculaire. C'est un combat de 4 rounds qui est prévu. Et il y aura aussi en demi-finale Danick Croteau du club BG ici de Buckingham qui va être opposé à Éric Charrette qui lui est du club de la Petite Nation. Donc on s'attend là à une belle rivalité. Oui, une belle rivalité entre les deux, puis aussi du côté des spectateurs. Alors, ce que souligne le promoteur, M. Johannis, c'est que ce combat-là, il y a beaucoup de sous-cartes. Et ce sont des jeunes qui vont en être dans leur premier combat. Donc, si ça vous intéresse, 19h30 samedi soir, c'est à l'Arena de Saint-André et le prix des billets est de 20 et 25 à la porte. Donc, en pré-vente, c'est 20 Parfait. En âge synchronisé maintenant. Oui, on a appris ça par le biais du journal Le Droit. Stéphanie Leclerc, qui était membre de l'équipe canadienne, bien, elle doit prendre sa retraite. Elle est âgée de 24 ans, assez jeune pour reprendre. Mais semblerait-il que c'est un sport qui est extrêmement difficile et ce qui la pousse à prendre sa retraite, bien, au cours de la dernière année, elle a eu 2 opérations aux hanches et là, elle sent qu'elle n'est plus capable de performer à cause de ça au même niveau. Ça va faire un très grand vide au niveau de l'équipe nationale parce que de l'édition des Jeux olympiques de Londres, bien, il va rester un athlète seulement, c'est Karine Thomas, qui elle aussi est de l'Outaouais. Rappelons rapidement, Mme Leclerc, bien, c'est une 4e place aux Jeux olympiques de Londres, 3 participations aux championnats mondiaux en 2009, 2011 et 2013. Elle a remporté le bronze à 2 reprises et 2 podiums de la Coupe du monde en 2010. Donc, félicitations pour une belle carrière. Excellent, François. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. C'est ce qui met fin à cette édition d'InfoMag pour ce jeudi 13 novembre. Mardi prochain, soit le 18 novembre, je vous annonce qu'il n'y a pas d'InfoMag. Il n'y a pas de bulletin d'information dû au Conseil de ville de Gatineau qui sera diffusé sur nos ondes. Donc, le 18 novembre, il n'y a pas de magazine InfoMag. Je vous rappelle, si vous avez des commentaires, des suggestions ou encore des événements que vous aimeriez qu'on aille couvrir, qu'on aille voir à vos nouvelles, je vous invite à m'écrire à nouvelles avec un S @tvc.qc.ca. Donc NOUVELLES @tvc.qc.ca ou encore via le téléphone au 819-281-8250. Ça me fait plaisir de prendre vos commentaires, vos suggestions ou encore des activités que vous allez à couvrir. Donc, mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se reparle jeudi prochain. Mardi, il n'y a pas de bulletin InfoMag. Passez une très bonne soirée sur nos ondes. Merci.